4. Éducation de l'esprit. La connaissance des faits précédents doit modifier nos idées sur le traitement de la maladie. Sans doute, nous pouvons plus ou moins facilement modifier ou même supprimer telle ou telle idée fixe, mais nous laissons subsister un état cérébral profondément dangereux, grâce auquel d'autres idées fixes en nombre indéfini, et quelquefois plus dangereuses que la première, vont se développer et remplacer celles que nous aurons supprimées. La puissance même de nos suggestions, qui nous paraît heureuse, est une marque de la profonde désagrégation de l'esprit. Et plus la guérison est en apparence facile, plus l'esprit est en réalité malade. Continuer à supprimer les idées fixes les unes après les autres à mesure qu'elles apparaissent, c'est se condamner à un travail interminable et exposer le sujet à tous les dangers. En même temps que l'accident local qui est l'idée fixe, il faut traiter l'état général de la pensée qui permet la formation des idées fixes et qui produit la suggestibilité. Il ne faut pas se faire d'illusions sur la puissance fort médiocre de la thérapeutique. Et il faut constater que nous savons fort mal comment traiter ces épuisements nerveux qui sont les sources de tant d'accidents. Les traitements proposés sont innombrables, et leur nombre ne prouve pas leur valeur. Sans doute, divers traitements toniques peuvent dans certains cas être utiles, mais dans le cas présent, nous remarquons que depuis 20 ans, la malade a usé et abusé de tous les traitements possibles, et que, en outre, l'usage des médicaments augmente ses prédispositions hypocondriaques. L'effet utile des médicaments ne compensant pas, à notre avis, leur mauvaise influence morale, nous les avons tous supprimés. Nous n'avons conservé que l'hydrothérapie, dont nous avons toujours apprécié l'heureuse influence dans des états de ce genre. Mais Justine reçoit des douches depuis l'âge de 15 ans sans être guérie, et il ne faut pas attendre de cette médication autre chose qu'une aide très relative. Est-il plus facile de traiter cette insuffisance mentale par des procédés psychologiques et, en particulier, peut-on se servir ici, comme précédemment, des procédés fournis par le somnambulisme et la suggestion? Il en est quelquefois ainsi quand l'esprit débarrassé d'une idée fixe reprend spontanément son activité, mais quand l'esprit reste encore profondément malade après la disparition de l'obsession, nous ne croyons pas que des suggestions puissent le guérir. Certains auteurs pensent que l'on peut suggérer la volonté et la liberté. Il y a là, à notre avis, une erreur de raisonnement et d'observation que nous avons souvent signalée. 1. Automatisme psychologique, page 456. Le malade suggéré fera semblant de vous résister par obéissance, mais il ne sera pas véritablement libre. Au contraire, la suggestion développe l'activité automatique et subconsciente et diminue les derniers efforts volontaires. Les sujets prennent bien vite une habitude singulière et dangereuse. Ils ne s'étonnent plus de rien. Ils acceptent les hallucinations, les mouvements subconscients, les bouleversements les plus bizarres. C'est qu'ils ont dans leur magnétiseur une confiance absolue, et qu'ils le croient maître et responsable de tout ce qui se passe dans leur esprit. Cette indifférence, cette renonciation à tout contrôle personnel est des plus dangereuses. Et elle ne contribue pas peu à augmenter l'aboulie fondamentale de ces malades. En un mot, la suggestion, comme tout médicament dangereux, est utile dans certains cas. Elle peut servir à atteindre et à supprimer des idées fixes devenues subconscientes, sur lesquelles le sujet n'a plus aucun pouvoir et qui empêchent toute restauration de l'activité mentale. Mais en dehors de son rôle, elle est extrêmement nuisible, car elle ne peut qu'augmenter la désagrégation mentale, principe de tous les accidents. Nous ne pouvons guère ici appliquer le traitement ingénieux qui a été proposé autrefois par bien des auteurs et pour traiter des cas de paralysie ou de contracture des membres, d'anorexie hystérique, de spasmes, des viscères, et qui consiste à exciter, à réveiller la sensibilité tactile et musculaire des membres ou des viscères. Ce procédé a sa raison d'être dans l'étude, si souvent faite par nous-mêmes, des relations entre l'anesthésie et les accidents hystériques. Mais, dans le cas actuel, l'anesthésie, d'ailleurs très variable, n'avait pas une aussi grande importance. Elle pouvait disparaître momentanément et laisser subsister d'autres troubles plus profonds. Nous sommes donc obligés de chercher un traitement psychologique qui porte sur les points essentiels, qui augmente la puissance de synthèse mentale et les facultés qui en dérivent. La volonté de jugement, l'attention. Existe-t-il des méthodes qui arrivent à ce résultat? Les pédagogues ont-ils institué des traitements de l'attention? Nous regrettons de ne pas les avoir connus et nous avons été réduits à faire appel au procédé le plus banal pour développer une faculté insuffisante,
l'éducation et la gymnastique. Le travail cérébral chez les aliénés soulève un problème quelquefois fort délicat. On est souvent disposé à croire que ces esprits fatigués, surmenés, ont besoin de repos, et on leur permet une inaction absolue qu'ils acceptent très volontiers. Cette opinion peut être souvent fort juste, et dans bien des cas de neurasthénie aiguë, déterminée évidemment par un travail cérébral excessif. La préparation d'un concours, par exemple. Le repos du cerveau, aussi complet que possible, deviendra nécessaire. Mais en est-il ainsi chez ces neurasthéniques chroniques qui, en réalité, ne font rien depuis des années? Est-ce qu'une inertie cérébrale aussi prolongée n'est pas aussi dangereuse que l'immobilisation indéfinie d'un membre après une entorse ou une fracture? C'est ce que nous avons pensé, et ce que nous avons voulu vérifier par l'expérimentation. Depuis bien des années, nous avons essayé de soumettre plusieurs malades, et en particulier Justine, à une méthode de traitement qui consiste à les faire travailler cérébralement d'une manière régulière, comme des enfants au collège. Des méthodes de ce genre ont été souvent proposées, en particulier par Legrand Dussol, qui avait aussi constaté les effets du travail cérébral sur les douleurs et les obsédés, mais cette méthode était, si je ne me trompe, autrement employée et autrement comprise. Legrand Dussol considérait le travail comme un moyen de distraire les malades de leurs obsessions, et il cherchait à leur remplir l'esprit de spectacles variés et intéressants. De là, cette recommandation des voyages, qui nous paraît bien souvent un préjugé. Des spectacles très souvent nouveaux fatiguent l'attention de ces personnes et ne sont plus perçus consciemment. Nous considérons le travail non comme une distraction, mais comme une gymnastique qui accroît par l'exercice la puissance de synthèse mentale, seule capable de s'opposer efficacement à la suggestibilité et aux idées fixes. Aussi, nous voudrions éviter les travaux qui peuvent s'exécuter machinalement et sans attention. Nous voudrions ne faire aux malades que des travaux de jugement et de composition. Nous voudrions aussi graduer ces travaux, d'après la durée de l'attention exigée, et d'après le nombre des éléments qu'il faudrait synthétiser. Peut-être pourrait-on aussi élargir le champ de la conscience, donner à l'esprit le pouvoir de maintenir plusieurs idées simultanées, de les combiner ensemble et de les opposer les unes aux autres. Il y a toujours, et surtout quand on se place au point de vue médical, une différence énorme entre la théorie et la pratique. Nous renonçons à faire comprendre les difficultés que nous avons rencontrées dans cette entreprise singulière, qui consistait à ramener à l'école une femme aliénée âgée de 40 ans. Il était difficile de trouver un travail, plus difficile de le lui faire accepter. Puis, le travail s'exécutait tout autrement qu'il ne fallait, il se faisait automatiquement sans résultat utile. Justine lisait sans comprendre, ne pouvant réciter qu'en somnambulisme ce qu'elle avait appris, etc. Le travail était-il assez bien fait? Il devenait extrêmement pénible, provoquait des maux de tête ou des accidents graves, des attaques, des sommeils, des stupeurs, se prolongeant 48 heures, ce qui ne rassurait pas les témoins sur l'efficacité du traitement. Il fallut un véritable entêtement pour continuer cette expérience pendant 2 ans. D'un côté, j'usais de toutes les ressources de la suggestion qui reprenait ici son rôle pour contraindre la malade à faire ses travaux. De l'autre, le mari de Justine, qui était un homme fort intelligent et dévoué à cette pauvre femme, a mis une grande patience et une grande habileté à exécuter cette singulière ordonnance médicale. Nous avons pu obtenir ainsi, d'abord quelques minutes d'attention consciente sans accident, nous avons pu amener la malade à expliquer quelques lignes, à faire une addition, etc. Puis, le travail put être prolongé 1 demi-heure, 1 heure par jour, sans inconvénient. Des anciens souvenirs, qui semblaient effacés, réapparaissaient tout d'un coup, et facilitaient la besogne. Après quelques jours d'efforts infructueux, Justine découvrait tout d'un coup qu'elle savait faire une multiplication. De petites compositions littéraires purent être faites, et des leçons, grandes merveilles, pouvaient être récitées à l'état de veille. Sans doute, il arrivait de temps en temps des malheurs. Justine tout à coup devenait stupide, ou bien oubliait de nouveau tout ce qu'elle venait d'apprendre pendant 3 mois, et il fallait recommencer. Mais un nouveau travail que nous lui avons fait entreprendre eut un résultat étonnant. Justine se mit à faire du solfège et du piano, et se passionna pour la musique. L'attention naturelle dont parle si justement M. Ribot vint se joindre à l'attention commandée, et l'éducation fit de grands progrès. Ces progrès se sont présentés d'une manière intéressante que nous avons déjà décrite chez une autre malade. Ils n'ont pas été graduels et continus, mais au contraire brusques, et comme par soubresaut.
La malade avait un jour quelques heures de bien-être, pendant lesquelles elle comprenait tout, n'éprouvait plus aucun malaise, et se déclarait entièrement guérie. « Je me retrouve comme j'étais dans mon enfance, il y a des années que je n'ai pas été comme cela. » Puis tout retombait brusquement pour un temps plus ou moins long. Ces périodes sont tout à fait analogues aux instants clairs de Marcel, et elles me paraissent avoir une certaine importance au point de vue du diagnostic et du pronostic. Je les constate de nouveau chez plusieurs malades du même genre, et elles me semblent caractéristiques des états abouliques en voie de guérison. Chez Justine, elles se sont répétées, prolongées pendant des heures, puis pendant des journées. Bientôt, ces instants clairs durèrent chez elle au moins 3 semaines et ne disparurent que pendant la période des règles. Maintenant que ces périodes de santé morale se sont étendues, on peut mieux constater le résultat général de l'éducation. Justine a acquis quelque instruction. Elle peut faire les comptes d'une petite maison de commerce, et elle déchiffre d'une façon passable des morceaux de piano faciles. Ce sont des résultats dont elle est très fière, mais sur lesquels nous n'avons pas à insister. Le fait vraiment intéressant, c'est que la plupart des symptômes de la boulie se sont profondément modifiés. L'activité physique et intellectuelle est en grande partie rétablie. La malade travaille continuellement dans sa maison, se rend utile, et dans les heures consacrées au travail cérébral, cherche à résoudre des problèmes d'intérêt, tandis qu'autrefois, elle ne pouvait pas comprendre 3 lignes d'un journal. Les doutes ont disparu, la mémoire est normale, et les anesthésies ne peuvent plus être constatées que très rarement. Le champ visuel se rétrécit encore un peu, sous l'influence de l'attention, mais beaucoup moins qu'autrefois. Et la diplopie n'existe plus. La malade s'aperçoit bien de tous ces changements et s'étonne de se rendre compte des choses qu'elle ne comprenait plus depuis bien des années. Elle se sent plus capable d'affection et de toute façon plus heureuse. Ce qui est plus surprenant, c'est que la santé physique se ressent de ces modifications morales. La voici qui mange et qui digère de la façon la plus correcte. Et cependant, quoiqu'elle mange bien plus qu'autrefois, elle maigrit. De 197 livres, elle a passé à 169 en 4 mois. Elle a diminué de 27 livres. Ce fait, peu explicable, semble confirmer notre remarque précédente. C'est que son obésité était en relation avec des phénomènes nerveux pathologiques. 1. Esquirol signalait autrefois un fait à peu près du même genre. La terminaison des accès de délire, dit-il, chez une malade intermittente, s'annonce par un grand et rapide amaigrissement, tandis que le retour des accès a repris beaucoup d'embonpoint. Esquirol, des maladies mentales, 1838, 1, 83. La peau n'est plus sèche, et le teint est tout différent. On pourra sourire de ces remarques et trouver au moins singulier que les cheveux de cette femme repoussent parce qu'elle fait des rédactions littéraires et joue du piano. Nous répondrons simplement que nous relatons des faits et qu'un fait n'est jamais ridicule. En outre, on pourra remarquer que d'une part, cette femme était dans un état de délire continuel, présentait sans cesse des congestions et des troubles vasomoteurs en rapport avec des perturbations émotionnelles, ne dormait plus et mangeait d'une façon très irrégulière, que d'autre part, son cerveau était envahi par un engourdissement de plus en plus grave. Aujourd'hui, nous avons pu lui imposer, grâce au travail cérébral, une hygiène parfaitement correcte, une vie tout à fait calme. En même temps, son cerveau a été réveillé de sa torpeur. Est-il bien étonnant que sa santé physique et sa nutrition générale ressentent le contre-coup de ces modifications? Ce qui est plus intéressant à étudier, et ce qui faisait particulièrement l'objet de nos recherches, c'est le phénomène de la suggestibilité et les idées fixes. Que sont-ils devenus au milieu de tous ces changements? Les modifications de la suggestibilité sont difficiles à apprécier, car le sujet peut sentir à notre façon de suggérer si nous désirons ou non être obéis. Et il peut désobéir par obéissance. Nous avons essayé cependant d'expérimenter correctement. Nous n'avons jamais laissé soupçonner nos recherches au sujet. Nous avons essayé de temps en temps les suggestions à l'état de veille et noté les résultats sans aucun commentaire. Ces recherches sont imparfaites, nous en convenons. En voici cependant les résultats. La suggestibilité, les actes subconscients, la désagrégation de l'esprit n'ont pas disparu d'une façon complète. Le somnambulisme peut encore être provoqué, et c'est pour nous la persistance d'un signe pathologique. À de certains moments, au moment des règles par exemple, la suggestibilité est à peu près aussi forte qu'autrefois. Mais, dans les périodes plus favorables, la suggestibilité a énormément diminué, et la plupart des suggestions ne prennent plus.
Le sujet accomplit l'acte demandé, mais par obéissance volontaire, avec consentement personnel, et non par un mouvement automatique. Si Justine reste encore en partie susceptible d'être suggestionnée par nous, qui avons naturellement pris sur son esprit un grand empire, elle a au contraire une autre résistance quand il s'agit des idées inspirées par d'autres personnes. Elle n'est plus exposée à être suggestionnée par n'importe quelle parole, n'importe quel incident. Elle sent une idée fixe qui commence et sait l'arrêter elle-même.